Coucou, c'est Victor. Cet épisode a été produit grâce à vos dons. Comme un poisson dans l'eau est un podcast indépendant et sans publicité. Alors si vous voulez qu'il continue à exister, et que vous avez les moyens bien sûr, s'il vous plaît, abonnez-vous en suivant le lien dans la description. Un grand merci à toutes les personnes qui le soutiennent déjà et lui permettent de rester accessible et gratuit pour tous. J'aurais préféré 1 million de fois qu'il y ait une vraie rencontre avec une panthère des neiges et non avec un esprit des pierres immémorial. Il y a une sorte de délire mystique qui est agréable à composer. Je veux dire, je pourrais le faire aussi, je le ferais pas aussi bien que Sylvain Tesson, mais c'est facile de prendre un animal et de complètement fantasmer et d'en faire le symbole de nos fantasmes, et voilà. Le film, à mon avis, joue un peu sur cette tendance à surmystifier la panthère, puisqu'à un moment donné dans le film, on voit la panthère marquer son territoire, donc avec un jet d'urine sur une paroi, et là t'as la voix off de Sylvain Tesson qui fait « c'est magique ». Elle est juste en train de pisser sur un mur pour dire aux autres qu'elle est passée par là, quoi. Épisode 35, première partie. Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Il était grand temps d'avoir dans Comme un poisson dans l'eau des épisodes d'analyse culturelle. Le spécisme est partout, mais il se niche en particulier dans toutes les œuvres qui construisent nos représentations collectives, c'est-à-dire dans les livres, dans les films, dans les dessins animés, etc. Et l'insinuation du spécisme dans la culture est un sujet que connaît extrêmement bien mon invité d'aujourd'hui, Camille Brunel, puisqu'il est non seulement écrivain, mais aussi critique de cinéma spécialisé dans la représentation des animaux et militant pour la cause animale. C'est l'auteur de plusieurs romans et essais, notamment La guérilla des animaux, Éloge de la baleine, Le cinéma des animaux, et tout dernièrement, Je est un animal. Dans cette première partie d'entretien, on parle surtout de littérature, de la façon dont celle-ci peut avoir tendance à représenter les animaux de façon spéciste, et de comment on peut tenter, à l'inverse, de développer une écriture animaliste. Camille Brunel défend avec force que les animaux ne sont pas la nature, ne sont pas du vivant, pas des spécimens représentant de leur espèce, ni des mystères dont on devrait percer le secret en allant les pister. Les animaux sont des personnes, tout simplement. Et c'est déjà beaucoup. Bonjour Camille Brunel. Salut Victor. Alors j'aimerais qu'on échange aujourd'hui sur un thème que je tenais à aborder dans le podcast depuis longtemps, la représentation des animaux dans la culture, c'est-à-dire dans la littérature, dans le cinéma, dans les dessins animés et plus généralement dans les imaginaires collectifs. Et c'est une des questions qui occupe votre dernier essai, Je est un animal, aux éditions Ulmer. Pour commencer, je voulais justement vous demander ce qui vous a amené et motivé à écrire cet ouvrage. En gros, je voulais faire le livre sur l'écologie spéciste et pourquoi elle joue contre son camp. Okay. Et pourquoi l'écologie qui n'est pas antispéciste, en gros, tourne à vide, quoi. C'était avant l'essai de Jean-Marc Gancy qui se termine sur l'écologie sentientiste. Et donc, je voulais faire une sorte de tour du monde des mauvais réflexes dont pâtissent les animaux. Et comme je pouvais parler d'absolument ce que je voulais évidemment qu'il y ait un chapitre sur le cinéma. Et bien justement, vous dénoncez d'entrée de jeu dans ce livre des façons de parler notamment des animaux qui les désindividualisent systématiquement. Et c'est intéressant parce que vous êtes vous-même plutôt parti de l'écologie et vous êtes allé vers l'animalisme comme une extension, vers l'antispécisme aussi. Et du coup, il y a un peu une façon habituelle que vous dénoncez en fait dans l'ouvrage, notamment entre autres façons de parler des animaux en écologie, c'est d'en parler en termes d'espèces plutôt qu'en termes d'individus. Oui. En gros, le livre, quand je parlais d'écologie anti-animaliste ou d'écologie qui joue contre son camp, qui se met à distance des animaux. Le sous-titre, ça c'est la première chose, une des premières choses que m'a demandé l'éditrice, c'est de penser tout de suite à un sous-titre. Et donc ce que j'ai eu avant le titre qui claque un petit peu, c'est cette petite ligne là qui est en dessous, repenser la rencontre avec les animaux. Ça a l'air tout bête dit comme ça, mais pour moi, dans Rencontre avec les animaux, je me vois, tu es ici chez moi, Victor, et tu as rencontré ma chatte Padmé, ma lapine Phoebe,
Et pour moi, c'est ça la rencontre avec les animaux. C'est quand on a une relation d'individu à individu avec les animaux. Et c'est ça qui fait que les animalistes sont aussi remontés. C'est parce que quand on pense à la viande, on pense aux individus qui se font massacrer derrière, quand on pense aux poissons. Et en fait, je voulais mettre cette relation-là d'individu à individu dans l'écologie. Parce que l'écologie pense c'est une science, quoi, c'est une logie, tu vois, ça pense en grands ensembles. Et donc, ça pense en nature, en vivant, en espèces, en biodiversité. Donc, c'est pas des trucs qu'on peut rencontrer. Tu peux pas rencontrer une espèce. C'est ce qu'on nous a fait croire quand on allait au zoo et quand on nous disait, voilà, tu as rencontré l'ours blanc. Et c'était un mensonge. On avait rencontré cet ours blanc-là, qui avait des souvenirs qui lui étaient propres, des traumatismes qui lui étaient propres. Et c'est ce que je raconte aussi dans le livre à un moment donné. Je suis allé au zoo de Vincennes quand j'avais 11 ans, j'ai vu un éléphant d'Asie, il y avait écrit éléphant d'Asie, clac, avec mon Kodak, je suis rentré chez moi, j'étais content, j'avais vu un éléphant d'Asie. Et c'est quand j'ai eu 36 ans et que j'ai fait un musée là à Châlons-Champagne que je me suis rendu compte qu'en fait cet éléphant avait 50, 60 ans et qu'il avait vécu des trucs absolument atroces. Et donc il y a eu une rencontre de manquer. Là, il était spécimen, représentant de son espèce. Voilà, spécimen, c'est un peu le baiser de la mort. Quand on parle de spécimen et pas d'individu, c'est comme si on parlait de clone, quoi. C'est nier ce qui fait l'unicité des animaux. Et cette rencontre-là d'individu à individu, elle enrichit notre rapport au quotidien et au monde. C'est ce qui fait qu'en tant qu'animaliste, on n'est pas complètement dépressif à l'idée qu'il y ait tous ces individus qui soient massacrés industriellement. C'est parce qu'il y a aussi un côté vertueux à la façon de voir les animaux comme des personnes, c'est qu'on se sent infiniment moins seul. Et je voulais offrir ça à l'écologie. Voilà, dire aux gens qui pensent par espèce, en fait, arrêtez de voir les orang-outans comme une espèce qu'il faut sauver, mais juste celui-là, lui. Et... Oui, puis pareil, l'idée à chaque fois que faut se concentrer sur les espèces qui, entre guillemets, disparaissent, où il reste un faible nombre d'individus, et donc il faut absolument sauver l'espèce. Mais en fait, on en vient à s'intéresser à des individus où il y a peu de personnes qui restent dans leur espèce. Enfin, c'est une façon très biaisée et pas du tout animaliste de réfléchir à la... C'est le débat Nutella. Les orang-outans, on veut pas qu'ils disparaissent, ce sont des gens, ils souffrent, ils perdent leur habitat, c'est atroce, c'est triste, ça devrait pas arriver, mais dans le Nutella, il y a aussi du lait. Et pour faire du lait, il y a une quantité de personnes non humaines qui souffrent, qui excèdent de loin chaque jour le nombre d'orang-outans qui restent sur Terre. Et c'est pour ça qu'il y a le Nutella, un peu comme les éoliennes, cristallise très bien les petites frictions qu'il peut y avoir entre animalisme et écologie. Vous dites parce que là, il y a une nouvelle marque vegan de Nutella qui a de l'huile de palme, et donc ça crée des conflits. Il n'y a plus de lait, mais il y a encore de l'huile de palme. Ouais. Donc les écolos n'en veulent pas, ils ont raison, enfin ils ont leur raison et ils ont peut-être raison. Il reste la destruction, l'exploitation indirecte des orang-outans, mais il n'y a plus l'exploitation directe, charnelle des sécrétions des vaches, quoi. Faut le rappeler, j'ai l'impression qu'il faut le rappeler. Les gens oublient en fait que les vaches sont aussi des victimes, comme les orang-outans. Mais comme les vaches sont pas des espèces en voie de disparition, ça nous paraît moins grave parce qu'on nous a appris à penser en espèces. Oui, en fait, il y a une focalisation sur certains animaux et d'autres sont complètement oubliés du fait du cadrage, de la façon de parler des animaux dans les discours écologistes habituels. C'est la définition même du spécisme. On est séduit par les animaux libres et on s'identifie beaucoup moins aux animaux captifs. En plus, on les voit captifs, les vaches, les cochons, tout ça, depuis toujours. Donc, c'est très difficile de nous rendre compte que c'est pas juste ça. Tu dis que je viens de l'écologie, c'est vraiment ça. Quand j'ai commencé à écrire La guérilla des animaux, donc le premier roman vraiment animaliste que j'ai publié en 2018 chez Alma, l'idée de base que j'avais, c'était de venger une tigresse tuée par des braconniers dans la jungle. Et ça, c'est une idée que j'avais depuis super longtemps. C'était de faire Tarantino, où en gros, le mec flingue les braconniers et venge les... Mais sauf que ça partait d'une tigresse. C'était l'animal sauvage par excellence, qui est beau, qui est carnivore, tu vois. Et c'est en écrivant La guérilla que je me suis rendu compte qu'il fallait surtout pas écrire juste pour les animaux sauvages. Il fallait que ce soit pour tous les animaux, et il fallait qu'en gros, le point de mire du livre, de La guérilla des animaux, ce soit de reconnecter l'empathie qu'on a spontanément pour les beaux animaux sauvages et celle qu'on n'a pas pour le bétail. Et en fait, si tu lis La guérilla, ça commence comme du Caril Ferret, le mec qui a écrit Okavango, qui est sorti il y a pas longtemps, qui est en gros, on va venger les animaux sauvages et les braconniers.
qui est un livre écolo, qui n'est pas spécialement animaliste. Et ça évolue petit à petit et ça devient vraiment un roman antispéciste au sens où la vie d'une panthère vaut la vie d'un cochon. Pour suivre comme votre évolution personnelle, en fait. Dans la guérilla, c'est vraiment mon évolution personnelle. Quand on lit les discours que fait Isaac à la Sorbonne, c'était moi ce qui me passait par la tête quand je commençais à écrire. Mais moi, il y a un vrai étonnement à vous lire. En fait, j'ai l'impression que quand on est antispéciste, on est convaincu d'avance par ce que vous dites. Et pourtant, moi, je me rappelle à quel point c'est pas évident pour la grande majorité des gens, et même à quel point des discours qui justement renvoient les animaux à la nature, aux vivants, aux océans, etc., à des grands tout comme ça, englobants, et qui du coup désindividualisent, fait oublier que c'est des personnes, en fait, c'est vraiment des discours qui sont plus prégnants que jamais. Et pourtant, nous, il y a un degré d'évidence de oui, c'est des individus, c'est des personnes. C'est bizarre cet écart, je trouve. C'est un peu le secret de Marcet, c'est de faire comme si c'était évident, de faire comme si les gens qui en doutent étaient juste à côté de la plaque. Comment ça, vous mangez des animaux ? Mais enfin, et il y a un peu ce ton-là derrière tout ce que j'écris. Et c'est très fort dans la guérilla et c'est très fort dans Je est un animal. Tu vois, là, c'est un livre pour l'écologie qui fréquente pas encore trop l'antispécisme. Une des solutions que vous proposez pour aller vers une écologie antispéciste, c'est de dire faut repenser la question de l'environnement, de l'habitat. Déjà, arrêtez de parler de nature, de vivant. Oui. Vous préconisez plutôt de parler d'habitat, d'environnement, de territoire, parce que là, c'est plus précis, on voit de quoi on parle, de monde. Et de dire, c'est pas toutes ces choses-là, l'environnement, l'habitat, c'est pas que pour les humains, en fait. Les animaux, les personnes animales ont aussi leur environnement, leurs habitats, et c'est aussi important de se battre pour le préserver, pour elles et eux aussi. Ça fait partie de cette idée de repenser la rencontre, qu'on arrête de voir les animaux comme une partie du décor, et nous serions les seuls à habiter ce décor. Le décor, c'est le monde, le décor, c'est la terre, c'est les arbres, voilà. Et ceux qui les habitent, c'est pas les humains, c'est les animaux conscients. Il faut arrêter de penser en termes de nature, parce que la nature, même à son corps défendant, le concept de nature replace l'humain, l'espèce humaine, dans une sorte de position d'exception, où on va dans la nature. À partir du moment où on va dans la nature, c'est qu'on n'y est pas à la base. Alors que sous-entendu, à chaque fois, les animaux, eux, ils font partie, ils sont dans la nature. Eux, ils y sont de toute façon tout le temps. C'est des êtres d'instinct. Tu vois, même Padmé et Phoebe qui sont là en train de manger leur... Il y en a une qui mange son foin acheté là, chez Zoomalia, et tu vois, c'est pas des êtres de nature du tout. Et donc, faut sortir de cette idée-là, c'est qu'elles sont comme moi, ce sont des citadines. Et voilà, et en fait, mais même les pigeons qui viennent manger les miettes que je mets sur le rebord de ma fenêtre, c'est des citadins. Vous parlez au début du livre du devenir spectre des animaux, comme si c'était des fantômes, et vous dites aussi libérer les animaux en s'adressant à eux, vous dites vous libérer, c'est d'abord vous libérer de l'idée que nous nous faisons de vous. Qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement ? C'est l'idée encore de réincarner les animaux, le devenir spectre. En fait, le vivant, la nature, tout ça, ça fait des animaux spectraux, ça fait des idées. L'idée de l'ours, tu vois, quand t'as tout... Les romanciers qui font... je me souviens d'un romancier canadien qui avait fait un chapitre où il voulait se mettre dans la peau d'un ours, et puis du coup, l'ours devenait une sorte de... Il était tout odorat, donc il avait fait une sorte d'ours machine, en fait, une super machine à sentir. Donc c'était un chapitre qui était une sorte d'exercice de style, où tout était, on aurait dit, du Suskind, quoi, avec que des odeurs partout. Et ça, c'est un exemple un peu sorti de derrière les fagots, mais qui incarne un peu ce devenir spectre, dans la mesure où le vrai ours... Il est pas tout odorat, il est très odorat, c'est sûr, mais il est tout le reste aussi. Il est une personne, comme tu vois, comme toi et moi, de la même manière qu'on est surtout c'est des personnes visuel. Parmi les autres, en fait. Voilà, nous, on est des primates, on est visuels, bon, mais on n'est pas que ça. Et donc, si un ours écrivait un paragraphe où il se met dans la peau d'un humain, j'aimerais pas qu'il mette seulement l'accent sur la couleur de ton t-shirt, la forme de ta tête et tout ça, parce qu'il se passe plein d'autres trucs. Et puis, il y a toutes mes émotions, il y a mes souvenirs et tout ça. Et vous dites, là, on rencontre pas vraiment les animaux, voilà. on construit un peu une figure d'un animal à partir de l'idée qu'on se fait de son espèce, de ce que c'est censé dire par rapport à nous. Et en fait, on parle plus des animaux réels, c'est ça ? Oui. Et donc, faut toujours avoir, quand on fait un film ou quand on écrit, quelque chose de tout bête. Mais c'est l'idée que je crois pas au mystère animal. Pour moi, c'est l'idée de... Tu vois, quand on parle de devenir spectre, il y a quelque chose de mystique, de mystérieux, tu vois, les spectres, les fantômes, les trucs, on va aller essayer de les approcher. Et ça nous met à distance parce que c'est pas mystérieux, un animal. Je vis au quotidien avec une chatte, avec une lapine, je croise au quotidien des pies qui sont les mêmes tous les jours, je le sais, des tourterelles, des goélands, bon. Et ils sont pas mystérieux, ils captent le même environnement que moi, ils habitent dans le même quartier, ils entendent des sons que je capte pas, ok, mais je pense pas que ça change grosso modo leur journée. Tout jeu est un animal, en fait,
est conçu pour valoriser la réalité des animaux, à tel point qu'on n'ait plus besoin de rajouter du mystère dessus. C'est en fait cette façon de mystifier les animaux, d'en faire des super machines à sentir ou des super machines à nager ou à percevoir ou je sais pas quoi. C'est une façon de les augmenter comme si l'animal tout bête dans sa réalité toute bête suffisait pas. Et donc l'idée c'est vraiment de dire c'est des personnes comme nous. Ouais, il faut dire qu'il y a toute une littérature, là, quand vous parlez du mystère, peut-être que les gens ne voient pas forcément, mais en fait, il y a vraiment toute une littérature développée autour de cette façon-là de parler, j'allais dire des animaux, mais en fait de certains animaux à nouveau. Vous écrivez à un moment, si le spécisme a la dent dure, c'est qu'il a appris à se dissimuler pour survivre. Et ben, je pense que cette littérature-là, c'est justement une des choses que vous dénoncez dans votre ouvrage. Alors, il faut aller voir les références à la fin pour savoir exactement de quoi vous parlez. C'est pas toujours dans le corps du texte, mais notamment, j'ai l'impression que un des auteurs que vous ciblez, pour avoir un exemple un peu précis en tête, c'est Sylvain Tesson, il me semble, parce que vous parlez de la Panthère des Neiges. À un moment, c'est le nom d'un de ses ouvrages. Et Sylvain Tesson, c'est justement cette façon-là de parler d'un animal en particulier qu'il avait particulièrement envie d'aller voir, d'aller déceler et qui était difficile à trouver dans la neige et qui se cache et qu'on ne savait même pas s'il existait encore ou pas, mais il a réussi à le trouver, il raconte tout ça. Et en fait, là, c'est vraiment c'est un peu l'exemple typique de ce que vous dénoncez quand vous parlez de mystère, c'est ça? Ouais. Ça, c'est de la poésie, quoi. Donc, c'est joli à lire, mais ça dit strictement rien de la Panthère des Neiges. Ça dit quelque chose de lui et de son rapport au sauvage, mais c'est vraiment la Panthère des Neiges comme miroir des aspirations romantiques d'un écrivain français du 21e siècle. Et moi, ça m'intéresse pas beaucoup, les écrivains français du 21e siècle. Mais enfin, si, bien sûr, mais je veux dire, je préfère les panthères, en fait. Et donc, j'aurais préféré 1 million de fois qu'il y ait une vraie rencontre avec une Panthère des Neiges et non avec un esprit des pierres immémorial. Il y a une sorte de délire mystique qui est agréable à composer. Je veux dire, je pourrais le faire aussi, je le ferais pas aussi bien que Sylvain Tesson, mais c'est facile de prendre un animal et de complètement fantasmer et d'en faire le symbole de nos fantasmes, et voilà. Un représentant de la nature, de la sagesse. Il y a tout un lexique autour de ça, la sagesse animale, les enseignements des animaux. Vous parlez d'instinct ancestral aussi. Oui. Et alors sur Sylvain Tesson, ce qui est marrant, c'est que le film, alors à mon avis non, adapté mais de son roman. Il y a eu un film, voilà, j'ai oublié le nom du réalisateur, je suis en dessous de tout, mais le film, à mon avis, joue un peu sur cette tendance à surmystifier la panthère, puisqu'à un moment donné dans le film, on voit la panthère marquer son territoire, donc avec un jet d'urine sur une paroi, et là t'as la voix off de Sylvain Tesson qui fait « c'est magique ». Elle est juste en train de pisser sur un mur pour dire aux autres qu'elle est passée par là, quoi. Et ça, c'est pas mystique du tout. On sait en tant qu'humain ce que ça fait de pisser, on sait ce que ça va faire en tant qu'humain de vouloir dire aux autres ça chez moi, donc faites gaffe. Il y a rien de magique. Alors c'est beau, c'est extrêmement beau une Panthère des Neiges, mais du coup il y a un gag un peu dans le film à ce moment-là, et il y a aussi, je crois me souvenir à un moment donné dans le film, un effet de montage assez malicieux, pour pas dire polisson. On voit la Panthère des Neiges chasser un picat ou une petite marmotte, et donc voilà, tu commences à me connaître, j'ai de la peine pour la marmotte, quoi. J'aime beaucoup la panthère, mais à ce moment-là, je me dis la pauvre marmotte, et la voix off de Sylvain Tesson dit voir une Panthère des Neiges, c'est une cure de jouvence. Donc t'as lui qui est en train de devenir immortel au moment où la marmotte est en train de mourir. Oui, mais d'ailleurs, je l'ai entendu dans une intervention radio, et il disait qu'il attendait que de pouvoir voir l'apparition de la panthère, et limite, rien à foutre de tous les autres animaux qu'il a croisés. Il le dit à un moment quand même, il n'y avait pas que la panthère, évidemment, on croise plein d'autres animaux quand on essaie de chercher la Panthère des Neiges, mais il en parle comme des figurants. Il assume complètement ce côté spéciste de oui, nous on était là pour la panthère en fait. C'est la panthère qui nous intéresse, et le reste des animaux, on s'en fiche. Ouais, c'est pas bien. Puis pourquoi la panthère ? Parce qu'elle est belle, parce que... c'est vraiment... c'est le validisme dont parle Sunora Taylor, quoi. T'as un animal qui correspond à tous les critères de force, de puissance, d'habileté, de gna-gna, de beauté. Et tous les autres qui ont l'air plus petits, qui ont l'air moins rapides, hop, poubelle, ça m'intéresse pas. Et ça, c'est toxique, en fait, comme façon de percevoir les animaux. Ça a des conséquences sur les humains, évidemment, aussi. Ouais. J'ai l'impression que ce genre de discours-là, notamment de Sylvain Tesson, par exemple, il y avait eu des critiques qui disaient à quel point Sylvain Tesson, en fait, était quelqu'un de profondément réactionnaire, ça a été documenté, des liens avec l'extrême droite. Là, on voit aussi qu'il y a toute une idéologie spéciste qui est dissimulée derrière ce qu'il écrit, mais qui est bien présente et qui émerge parfois dans les interviews où il critique le véganisme en disant, voilà, c'était un excès complet, c'est pas du tout on n'est pas des panthères, nous.
Voilà. On est des marmottes. Ouais. Et vous, à la différence, et c'est là que vous remettez en fait de la rencontre animale, vous êtes capable de, j'allais dire, vous émerveiller, c'est un peu parler comme eux malheureusement, mais juste de rencontrer d'autres animaux, même quand c'est des insectes en fait. Ouais. Vous parlez à un moment d'une rencontre, je crois, avec une abeille dans le livre, et vous Ouais. en parlez comme vous parleriez d'une rencontre avec une panthère justement. Ouais. Bah, émerveillé, techniquement, j'aime bien. C'est étonné que j'aime pas. C'est quand il y a un truc au début comme ça où les gens lisent des études sur la cognition animale et s'étonnent. Et je dis mais non, c'est normal que les bourdons soient capables de communiquer des informations. Oui. C'est normal que les baleines se souviennent de leur famille quand ils la revoient 10 ans après. En revanche, s'émerveiller, oui, d'accord. Mais c'est vrai que dans l'idée de merveille, il y a encore un peu une forme d'objectivisation de l'animal. Je me suis retenu parce que c'est Baptiste Morisot notamment qui est un des autres auteurs que vous rattachez, j'ai l'impression, à cette façon de parler de mystère animal, qui parle il faut se réémerveiller face au vivant. Et du coup, je suis méfiant aussi de ce genre de discours. Puis oui, il y a un côté, quand on s'émerveille, on n'est plus dans la raison, et donc la merveille, c'est ce qui nous pousse vers la poésie, et hop, on se retrouve dans le fantasme et le mysticisme et tout ça. Juste, je voulais te dire un truc assez marrant sur le côté, il y a un animal et il y a rien autour. Quand ils cherchent la panthère, il y a ça dans les films aussi. Si tu prends les Dents de la Mer, c'est un exemple que j'aime bien. Il n'y a pas d'animaux autour du requin. Il n'y a que le requin. Ouais. Et en fait, ça fait du requin une sorte de monstre, d'émanation du néant, comme ça, d'animal mystique qui sort pas d'un écosystème, mais qu'est-ce qu'il fout là ? Il y avait rien et maintenant il y a un monstre. Et en fait, quand il y a un film de requin que j'aime beaucoup qui est sorti il y a une dizaine d'années avec Blake Lively, The Shallows, Instinct de survie en français. Et c'est un requin pareil qui essaie de bouffer une surfeuse, bon classique, sauf que il y a une baleine, il y a des dauphins, il y a une mouette, il y a des poissons, il t'explique que c'est le territoire de chasse du requin, et donc de mettre d'autres animaux autour du prédateur, ça l'inclut dans un écosystème et ça l'animalise, ça le rend réel, crédible, ça n'en fait plus un monstre. Et je pense qu'il se passe un peu la même chose en fait quand Sylvain Tesson fait de la panthère une sorte d'émanation du Tibet avec quasiment aucun autre animal autour, ce qui est encore une fois compensé par le film où il y a plein de plans sur les autres animaux. Il se passe la même chose, il en fait une sorte de monstruosité divine qui apparaît, alors que s'il s'était intéressé au pika, au baral, aux tous les autres animaux, on aurait eu plus l'impression d'un animal dans son écosystème qui est du coup pas mystique mais qui est normal dans cet endroit-là. Mais j'ai l'impression que c'est compliqué parce que ces auteurs-là, Sylvain Tesson et Baptiste Morisot par exemple, racontent des rencontres. Donc en fait, c'est pas qu'ils font pas de rencontres avec d'autres animaux. Sylvain Tesson va rencontrer la panthère des neiges et Baptiste Morisot raconte sa rencontre et le fait qu'il est parti pister les loups. Et vous dites, faut repenser la rencontre avec les animaux. Alors là, on voit qu'il loupe tout un tas d'autres rencontres avec d'autres animaux qui semblent ne pas voir ou auxquels il s'intéresse pas. Mais est-ce qu'il y a un problème aussi plus au-delà dans la façon dont ils prétendent rencontrer ces animaux-là, les loups et la panthère ? Oui, après on pourrait dire qu'il y a un problème dans la façon dont je prétends rencontrer une abeille. Mais en fait, le truc c'est que j'ai toujours l'impression qu'il suffit de retomber, d'être vraiment humble le plus proche du sol possible. Quand je dis que j'ai rencontré une abeille, je dis pas qu'elle m'a raconté sa journée, je dis juste qu'on a partagé une expérience commune à un moment donné et que cette expérience était compréhensible. Ça, c'est pas dans le livre parce que ça m'est arrivé juste après, mais l'autre jour, j'ai entendu une abeille prise dans une toile d'araignée, il y avait une éperre qui arrivait pour la bouffer. Et l'abeille appelait, alors je sais pas si elle appelait ou si elle criait, mais elle produisait une vocalisation, avec ses ailes stridentes qui traduisait une panique évidente. Donc moi, j'étais là, je me suis évidemment pas dit tant pis pour elle, c'est la vie, c'est la nature. J'ai poussé l'araignée là avec un livre, je l'ai pas tuée, je l'ai poussée, j'ai pris l'abeille et après avec ma compagne, avec ma copine Elsa, on a essayé de retirer les fils d'araignée de l'abeille comme ça, un par un, qui collait ses pattes, ses ailes. On lui a donné du sirop d'agave, elle a bu le sirop d'agave, elle s'est reposée, elle est venue sur ma main, elle a passé 1 heure sur ma main parce qu'elle était fatiguée d'avoir eu peur, tu vois, le cœur bat, il y a un cœur dans une abeille. Et au bout d'1 heure, elle s'est envolée, et là, j'ai ouvert la fenêtre et elle est partie, et j'ai su qu'elle allait se repérer au soleil, tout ça, qu'elle allait rentrer chez elle. Et ça me paraît, c'est ça que j'appelle une rencontre avec une abeille. Tu vois, c'est pas incroyable. Mais ce qui se passe dans une rencontre spéciste, déjà, je suis pas sûr que Sylvain Tesson et Baptiste Morisot se seraient donné la peine auraient privé le prédateur de son repas. Ça, quand on mange de la viande, c'est un truc qu'on fait pas. Donc, je suis pas sûr qu'ils auraient retiré l'abeille de la bouche de l'araignée. Elle en mangera d'autres, elle mangera d'autres trucs, mais juste, tu vois,
Il y a quelque chose de symbolique qui se joue ici dans le fait d'être intervenu parce que je le pouvais. Je le pouvais. Il se serait passé un truc en moi si je m'étais dit qu'elle crève, tant pis pour elle. Tu vois, je l'ai ressenti ça. J'ai été ça. Refuser l'indifférence morale. Quand j'étais gamin, j'étais comme tous les petits garçons. Tu vois, j'étais un peu sadique avec les insectes a fortiori. Enfin, il y a un truc de puissance quand t'es petit comme ça. Je le connais ce sadisme-là. Je vois exactement ce que c'est et je vois que des gens comme Baptiste Morisot, Sylvain Tesson utilisent ce sadisme-là et mettent des guirlandes dessus et des boules de Noël pour que les gens pour le vendre quoi. Pour le rendre joli, alors qu'à la base c'est juste du sadisme déguisé en fascination du monde sauvage. D'une part, ce sont des auteurs qui rencontrent des animaux carnivores, parce que les loups et les panthères, c'est quand même des animaux, c'est rare. Les carnivores, c'est pas la norme dans le règne animal, faut le répéter. Et puis ce sont des animaux qui ont des liens familiaux, qui ont une vie intérieure complexe, mais c'est des animaux beaucoup plus violents que d'autres. Ouais, c'est vrai qu'ils choisissent pas n'importe lesquels. J'aimerais vous faire commenter justement la description du livre La piste animale de Baptiste Morisot, qu'on peut trouver sur le site de la maison d'édition. Donc je lis: depuis les forêts de Yellowstone aux crêtes du Kyrgyzstan, des steppes du Haut-Var à la terrasse de son appartement, Baptiste Morisot nous invite à partir sur les traces d'êtres hors du commun, souvent mythifiés, les grands prédateurs, ours, loups, panthères des neiges. À travers différents récits de pistage, l'auteur nous propose ainsi de nous enforester, selon l'expression des coureurs de bois du Grand Nord canadien, porter son attention sur le vivant simultanément autour de nous et en nous, et apprendre à cohabiter avec lui. Page après page, le pistage repeuple la nature et notre monde intérieur. C'est de l'arnaque. C'est à peu près un petit concentré de tout ce que vous dénoncez, j'ai l'impression, dans votre ouvrage. Souvent mythifié, et le mec s'apprête à remythifier encore un petit peu. Oui, c'est de leur fait, en fait, la mythification. Voilà. Et puis le goût pour les animaux hors du commun. Moi, j'ai l'impression de lire le premier chapitre de La Guérilla, et le mec qui veut venger les panthères, et limite rentrer chez lui et manger une vache. Ça, c'est pas possible, c'est complètement old, ça faut que ça disparaisse, cette façon de... Puis le fait de parler de notre monde intérieur, de ce que ça va nous faire à nous, humains, de nous reconnecter avec un type d'animal, de s'en inspirer, c'est encore très anthropocentré, j'ai l'impression. Oui, il y a le côté pistage, le côté chasseur aussi, que je trouve... mais ça, il y a tout un imaginaire aussi, tant chez Sylvain Tesson que chez Baptiste Morisot, de la traque, en fait. Derrière le pistage, j'ai l'impression qu'il y a un truc hérité de la chasse. On s'autorise plus parce que on sait que c'est quand même c'est plus acceptable aujourd'hui, en particulier chez les écologistes, de se revendiquer de la chasse, d'aller tuer d'autres animaux comme ça gratuitement. Mais quand même, il y a encore un truc qui ressemble à ça, non ? Dans la façon d'aller suivre les animaux, de vouloir les observer, les traquer, les pister. Oui, c'est faire comme s'ils étaient absolument extraordinaires et exceptionnels et fous. Alors que si tu vois juste des familles qui vivent dans la forêt, tu vas pas être là constamment. Mais il y a en fait le désir de retourner, et ça c'est quelque chose qui date des gens qui sont nés dans la deuxième moitié du XXe siècle. Il y a la nostalgie d'avant, quand on n'avait pas foutu du plastique et du béton partout. Et donc avant, on chassait. Et donc comme on veut retourner à avant, comme si c'était encore possible, il y a chez les animaux comme si c'était un exemple de ce qu'il faut redevenir, parce que comme si les animaux, eux, n'avaient absolument pas évolué au cours du XXe siècle. Alors qu'on sait qu'ils se sont adaptés eux aussi et qu'ils ont adapté leur méthode d'alimentation, de chasse, voilà. Oui, puis un autre des types de discours sur les animaux que vous dénoncez, c'est les discours qui construisent une altérité radicale, qui disent les animaux, c'est complètement différent, et ça rejoint un peu le choix de votre titre, en fait. Je est un animal, ça vient d'une formule de Rimbaud qui disait je est un autre, et là ça s'applique bien. Vous dites les animaux, c'est pas des autres justement radicaux. En fait, je est un animal, nous compris. Voilà, je remplace l'autre par l'animal. Oui, c'est un terme qui me titille, qui me fait tiquer toujours quand je l'entends. C'est l'altérité radicale, comme si les deux allaient ensemble. Pareil, c'est un réflexe de langagier dont j'ai fait l'expérience pendant longtemps, donc je vois très bien d'où il vient. C'est comme si c'était une leçon de respect de l'autre. Donc on va voir dans l'animal l'altérité absolue, et donc le fait d'arriver à respecter un animal, ça sera la leçon de respect de l'autre par excellence. Et en fait, ça part d'une super bonne intention, mais du coup, ça se
à force de dire que les animaux sont une altérité radicale, et ben on se permet de leur faire n'importe quoi, parce que puisque la vache c'est une altérité radicale, bah si ça se trouve quand je la bute elle est pas triste, enfin, tu vois. Si ça se trouve quand je lui prends son veau elle pleure, mais c'est une coïncidence, tu vois, ce genre de truc. Et en fait l'altérité radicale ça a des conséquences délétères sur ces pauvres animaux. Vous écrivez un moment, en l'absence de notion de personne non humaine pour décrire l'apparition des grands animaux dans les environnements sauvages, les humains peinent à rendre leur regard aux créatures à travers l'avalanche de mythes qui s'abat alors sur eux. Parce qu'ils cherchent des mots à la hauteur de leurs émotions, le vocabulaire du mysticisme s'impose à eux, se substituant à celui de la rencontre. C'est exactement ça en fait. Si on voit pas les animaux comme des personnes, on va en voir comme des mystères, comme des émanations de la nature, comme d'autres choses qui sont en fait mystiques. La panthère, elle a vu Sylvain Tesson, elle a vu un mec, elle en avait sûrement déjà vu plein avant. Elle a pas l'air choquée de le voir là. Enfin, je sais pas. Après, il y a des bases d'éthologie félines qui sont vraiment pas sorcières, quoi. Un félin qui est étonné ou qui a peur, ça se voit. C'est extrêmement Vous m'avez fait rire dans ce passage-là. Vous dites, il arrive aux panthères des neiges de tomber d'une falaise en chassant et de se tuer comme n'importe qui. Ouais, c'est triste, mais en fait, c'est triste, mais c'est vrai. Enfin, en fait, ça les démystifie un peu en disant, bah oui, les panthères des neiges aussi peuvent se casser la gueule. Ouais. Bon, pour le coup, c'est vraiment. Je regardais énormément de documentaires animaliers en écrivant. Avant d'écrire, tous les jours, je me mettais 2 heures, je prenais un truc, Arte, Netflix, Disney+, puis hop, des vieux, des récents, enfin surtout des récents quand même. Et en fait, ça me permettait, il y avait un petit truc d'écriture automatique où je voulais, tu sais, souvent quand on écrit sur les animaux, on a les mêmes exemples qui vont venir. On va pas donner le droit de vote aux poules, tu vois, genre le truc, c'est souvent les mêmes images. On parle du lion qui mange la gazelle, et je voulais... Une espèce de trope qui s'impose à notre esprit. Et je voulais faire venir d'autres animaux, justement, pour pas que ce soit des symboles qui me viennent à la tête, mais des vrais animaux qui existent. Donc je regardais mes documentaires, puis je me disais, bon, bah lui, il a une place dans le chapitre de ce soir. Je sais pas où, mais de toute façon, il y a un moment où il faudra que je cite un animal, et bah ce sera pour la petite grenouille qui monte à l'arbre là parce qu'elle sait qu'il y a de l'eau en haut. Pareil, c'est complètement dingue d'imaginer que la grenouille va escalader un arbre qui fait 200 fois sa taille parce qu'elle se souvient que dans les feuilles en haut il y a de l'eau et qu'il a besoin de donner à boire au petit qu'elle a sur le dos. Et en fait la panthère qui tombe, il y avait ça dans un documentaire, et ils ont réussi à filmer, les fous de la BBC avec leur budget illimité et leur caméra de l'espace là, ils ont filmé une chasse où la panthère et le baral tombent ensemble et on les voit tomber. Et ça m'a scié, et pareil, je me dis, c'est bête de pas parler de ce genre d'accident parce que ça démystifierait la panthère. Mais il faut la démystifier, la panthère. Mais vous êtes d'accord, ce que vous dénoncez, c'est l'altérisation radicale, mais en fait, ça sort pas de nulle part. Il y a une altérité réelle des autres animaux. Ils sont différents. L'idée du mystère, il sort pas non plus de nulle part. C'est-à-dire qu'on a du mal à comprendre, à être sûr de ce à quoi pensent les animaux, vu qu'on n'a pas la même langue. En fait, il y a quand même une part de mystère qui est réelle avant qu'on en rajoute des couches de mythes par-dessus. Mais pour moi, c'est la même différence qu'avec les humains, qu'avec un humain qui parlerait pas ma langue. Enfin, non, pour moi, c'est un mot c'est une pente glissante. Enfin, tout de suite, on monte dessus et on se retrouve à partir à 200 à l'heure sur l'autoroute de l'altérité. On se retrouve trop loin de nous. En fait, c'est juste on les voit pas assez, les animaux. On les voit pas assez souvent. On passe pas assez de temps avec eux. Du coup, on a l'impression de pas les comprendre. Mais il y a ce film là. Alors, je suis en train de spoiler mes 3 recommandations, qui s'appelle Cow de Andrea Arnold, où on passe 1h30 avec une vache laitière. Et en fait, la réalisatrice a fait en sorte qu'il n'y ait jamais un plan où on se dit mais qu'est-ce qui lui passe par la tête. On a toujours le moyen de comprendre, grâce au contexte, ce qui passe extrêmement probablement par la tête de la vache. Donc on voit la routine, on voit la surprise, on voit le moment où elle voit la caméra pour la première fois, on voit le moment où il y a le veau, voilà. Il y a un autre film du même genre qui s'appelle Gunda, c'est cette fois-ci une truie, et on est avec une truie pendant 1h30, et on apprend on passe tellement de temps avec elle qu'au bout d'un moment, on commence à saisir le sens de son body language, si bien qu'à la fin, quand on lui prend ses bébés et qu'elle les cherche, la caméra filme la truie chercher ses petits pendant un quart d'heure. Il n'y a pas un doute sur ce qui passe dans la tête de l'animal à ce moment-là. Il y a 0 mystère. Mais si le film avait commencé à ce moment-là et qu'on avait vu une truie fouiller comme ça dans tous les sens, on se serait dit mystère. Mais là, on a le contexte, on a vu les enfants, on a vu la relation qu'elle avait avec, et on comprend. Et pour moi, le mystère animal, c'est juste un concours de circonstances. Évidemment, qui pour passer du temps avec une panthère des neiges? Elle vit à des endroits où on peut pas respirer, on peut pas la suivre parce qu'elle va à des endroits pas possibles, il fait froid. Forcément que ça a l'air super mystérieux, mais les panthères des neiges qui sont enfermées dans les zoos, dans les parcs, etc.,
tu vas voir les gens qui s'en occupent, ils les connaissent, ils sont capables de dire c'est le caractère de celle-là plutôt que de celle-là, ils sont capables de dire les habitudes. Tu prends n'importe quel spécialiste capable de passer du temps avec les animaux sur le terrain, les éléphants, les gorilles, les dauphins, etc., ils sont capables de te donner des traits individuels absolument vertigineux. Donc ouais, l'altérité, elle tomberait comme une peau morte, là, comme ça. Vous me faites une transition toute trouvée pour parler justement de l'écriture. Vous êtes écrivain et vous écrivez pas que des essais, vous écrivez des romans aussi. Et je voulais vous demander s'il y a, à la différence de ces romans-là qui sont dans le mystère de l'animal, c'est quoi l'autre façon d'écrire, c'est-à-dire la façon antispéciste d'écrire un roman et de faire exister des rencontres réelles avec les autres animaux ou de les faire exister en tant que personnages dans vos récits, parce que vous faites ça, vous avez beaucoup d'animaux d'autres espèces que les humains qui peuplent vos récits et qui cohabitent à la fois entre eux et avec des humains, et c'est important, et vous visibilisez ça, vous dites justement faut mettre ça au cœur du récit. Comment vous faites concrètement, comment on fait pour écrire de façon antispéciste? Simple en fait, tu parles d'une personne. Tu décris une personne. Et donc le modèle très souvent des animaux, c'est les enfants. C'est-à-dire ils sont pas complètement au fait des normes qui régissent le monde. Donc ils font des trucs bizarres. Parfois ils savent pas, ils parlent pas. Tu vois, il y a des enfants qui parlent pas. Donc voilà. Enfin les enfants au stade préverbal, et tu t'inspires de ça en fait. Et c'est pour ça que dans les Catépèques, il y a beaucoup d'enfants aussi. Et j'essayais de montrer que je décrivais les deux de la même manière. Tu sais, dans les Métamorphoses. Donc mon deuxième roman de la trilogie Alma, je est une femme. La personnage principale. Voilà, le personnage qui dit je s'appelle Isis et c'est une femme. Mais justement, dans ce récit, Les Métamorphoses, vous parlez aussi de la chatte d'Ina, dont Isis est l'humaine, et vous en parlez comme un personnage à part entière. Ça m'avait vraiment interpellé à quel point elle existe autant que les autres personnages. Vous décrivez autant ses actions. Enfin, quelque chose dans l'écriture là qui est vraiment différent de la façon habituelle de décrire les autres animaux. Oui, c'est là que je voulais en venir. C'est que l'écriture antispéciste, c'est faire avec les animaux exactement comme j'ai fait avec les femmes. Donc pas me prendre la tête à me dire qu'est-ce que c'est d'être cette autre qui n'est pas moi. Et juste y aller et partir de ce qui est semblable et de l'identité et faire simple, voilà. Partant de là, s'il n'y a pas tous les biais spécistes qui mettent ou qui vont amener à parler d'instinct ou de réflexe, tu vois, dans le comportement du chat, tout d'un coup, t'as juste des personnes, et puis t'en as qui sont dans des corps humains et d'autres non. En fait, comme vous parleriez de votre chatte Padmé. Vous en parlez de la même façon que vous parleriez de Padmé à des amis, par exemple. Mais tu sais, en plus, je m'adresse vraiment à Padmé comme je m'adresse à mes nièces. Enfin, tu vois, j'ai les mêmes surnoms, mon lapin. Alors, je dis mon lapin à ma chatte, à ma lapine, à ma nièce, mon lapin, tout le monde. Et je sais que ma nièce, ma Lola, tu vois, quand elle était toute petite, je lui parlais comme à Padmé. Et elle réagissait pareil. Puis quand on jouait ensemble, dans les interactions, tu vois, dans les jeux, qui passaient absolument pas par le langage ou par le concept ou par l'abstraction. Parce que c'est ça, en fait, on va le dire, tu vois, il y a quand même un truc que je reconnais à l'humanité qui est la capacité à s'abstraire, à parler des choses, à avoir un langage réflexif, conceptuel. Bon. Mais justement, sur cette question il n'y a pas forcément, on ne sait pas à quoi ressemblent les pensées des autres animaux. Est-ce que du coup, en tant qu'auteur, vous écrivez, vous prêtez des pensées aux autres animaux? Je crois que vous ne le faites pas, par exemple, dans les Métamorphoses, mais il me semble qu'il y a un passage dans la Guérilla des animaux où vous mettez un des chapitres où vous mettez dans la tête, est-ce que c'est d'un requin et d'un éléphant? Exactement. Et vous le décrivez en leur prêtant des pensées comme si ils étaient en train de vivre ce qu'ils vivent, et vous changez en fait de point de vue. Ouais, alors dans la guérilla, j'ai pris le requin et l'éléphant parce que je voulais qu'il y ait l'animal dont on pense qu'il est le plus archaïque, le plus débile possible. Le requin, tu vois, c'est les mâchoires. Donc il y a limite, c'est la machine, quoi. C'est le robot qu'a utilisé Spielberg. Même si c'est un vrai animal, c'est un robot, quoi. L'animal vieux comme les dinosaures auquel on prête vraiment aucune intériorité. En plus, c'est un poisson. Et à l'inverse, l'éléphant qui est l'animal par excellence auquel on prête une intériorité méga complexe, la mémoire d'éléphant, tout ça. Et donc je voulais faire 2 chapitres qui seraient écrits de la même façon pour le requin et l'éléphant, et où dans les 2 cas, je montrerai le monde intérieur de l'animal.
Et donc oui, quand je suis dans la tête du requin, j'essaie de jouer un petit peu sur le champ électromagnétique parce que voilà, faut en parler quand même. Et puis c'est des requins qui ont faim parce qu'ils trouvent plus de poissons. Du coup, c'est un requin qui va essayer de goûter une jambe de touriste à un endroit où il devrait pas être. Et puis donc je décris la scène des Dents de la Mer, mais du point de vue du requin. Et effectivement, j'emploie des mots comme sœur pour parler des autres requins femelles autour du requin. Puis je fais... Le requin parle dans un français alors inspiré du style de Camus, parce que j'aimais bien l'idée que le requin soit étranger. Tu vois, j'ai repris un peu le style de l'étranger. Et je refais le même coup avec l'éléphant, sauf que cette fois-ci, je parle de grand-mère, qui est encore un terme qui est a priori très anthropocentré, sauf qu'on sait que dans les clans d'éléphants, les grand-mères, c'est-à-dire les mamans des mamans, sont hyper importantes, les matriarches. Et donc, j'ai mis l'accent sur la relation d'une jeune éléphantelle, hop, à sa grand-mère. Et on sait comment les éléphants s'embrassent en entrelaçant leurs trompes, comment ils se saluent. On sait aussi comment ils rendent visite à leurs morts parce qu'ils touchent les dents des crânes. Et c'est comme ça qu'ils se saluent de leur vivant. Ils se mettent la trompe dans la bouche, ils touchent les dents. Et donc en fait, quand les éléphants voient un crâne et qu'ils touchent les dents du crâne, ils savent qui c'était. Exactement, ils se souviennent. Donc je voulais raconter ça. Donc dans les deux cas, on pourrait me dire que c'est de l'anthropomorphisme et que je leur prête. Alors justement, ça ouvre toute cette question-là, et c'est une des questions qui occupe beaucoup votre ouvrage « Je est un animal ». C'est cette question de l'anthropomorphisme. Est-ce que vous pouvez expliquer déjà ce que c'est ? Parce que tout le monde ne sait pas forcément. Et est-ce que c'est un risque, selon vous, quand on écrit sur les animaux ou avec des animaux parmi les personnages ? L'anthropomorphisme, c'est transformer une chose en être humain, en humain. Oui, donc c'est projeter nos propres capacités sur les autres animaux. Non, ou d'ailleurs, oui, sur d'autres, ça peut être sur des arbres, ça peut être sur des éléments naturels. Voilà. Anthropo, c'est l'homme, et morphisme, c'est la forme, quoi. Donc tu donnes forme humaine à un truc qui n'a pas forme humaine. Mais après, si on dit qu'il y a la même chose dans les humains et les animaux, qu'il y a les mêmes émotions, les mêmes composés chimiques, les mêmes capacités sociales et compagnie, c'est pas de l'anthropomorphisme, puisqu'il y a la même chose. T'es pas en train de plaquer de l'humain sur de l'animal, puisque l'humain et l'animal ont ça en commun. Ont ça en commun. Donc, ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme quand on fait pleurer Bambi parce que sa mère vient de mourir, c'est pas de l'anthropomorphisme. C'est une représentation selon nos codes de quelque chose qui existe et qui est le deuil chez les animaux. Oui, souvent, il y a eu des procès en ah là là, vous projetez des choses qui n'existent pas vraiment, et puis après on découvre, souvent les éthologues nous montrent, ou des études scientifiques nous prouvent que non, il y a réellement ces émotions, il y a réellement le deuil chez tels animaux. Enfin, très souvent, en fait, on a plutôt pensé qu'il y avait moins que ce qu'il y avait réellement. Et en fait, à chaque fois, on se rend compte que c'est l'inverse. Dans les années 80, après les Dents de la Mer, ils ont essayé de refaire les Dents de la Mer avec des orques. Il y a un film qui est sorti qui s'appelle Orca, avec Charlotte Rampling et Richard Harris. Et en gros, c'est un chasseur qui tue une femelle orque enceinte. Et donc, pendant tout le film, le père, le mâle, cherche à venger la mort de sa famille, quoi. Et donc, à l'époque, c'était de l'anthropomorphisme à fond les ballons. Ils en avaient rien à foutre. C'était... ils voulaient faire les Dents de la Mer, mais en plus flippant. Donc, ils avaient pris un animal réputé plus intelligent que les requins. Et donc, ça devait être pire. Et donc, on voit dans Orca, l'orque, le père, en deuil, porter le petit sur son museau comme ça. Mais à l'époque, c'était écrit dans le scénario et il leur serait jamais venu à l'idée que ça puisse être vrai. Et là, on a en 2016 une orque qui porte son petit mort-né pendant des jours et des jours devant elle. Et on a la preuve éclatante que le deuil des orques qui avait été représenté de façon bouffonne dans Orca en 1984, je crois, était tombé juste. Et donc, l'anthropomorphisme, c'est plaquer des choses humaines sur quelque chose qui n'en a pas. Si tu prends La Belle et la Bête et que t'as l'horloge qui se met à sourire, le chandelier qui se met à danser, etc., là, il y a un souci. Si t'as les arbres de Blanche-Neige qui te regardent avec des gros yeux et qui essaient de t'attraper, là, c'est de l'anthropomorphisme. Mais si tu représentes un lion blessé, malheureux ou apeuré, c'est pas de l'anthropomorphisme puisque ce sont des émotions qui sont là. Mais là où c'est bel et bien de l'anthropomorphisme quand même, et vous en faites, j'ai l'impression, dans vos écrits, c'est que quand vous prêtez des pensées, par exemple, articulées aux requins, et que vous êtes obligé de parler avec la langue qu'on utilise, nous, humains, pour essayer de se projeter dans son monde à lui, là, il y a quand même une part d'anthropomorphisme que vous assumez, et vous le défendez, en fait, dans votre ouvrage « Je est un animal ». Vous dites, d'accord, longtemps, l'anthropomorphisme a toujours été présenté comme le mal absolu à éviter à tout prix avec les autres animaux. Vous vous dites, il y a anthropomorphisme et anthropomorphisme, et il y a certains types d'anthropomorphisme qui sont utiles
utiles s'ils sont au service de la réalité des mondes animaux, s'ils sont en adéquation avec ce qu'on sait par ailleurs, ce que nous disent la science et l'éthologie sur les autres animaux. Vous vous inspirez aussi de ça pour pas taper à côté, pour que ce soit pas déconnant en fait ce que vous prêtez aux autres animaux, mais vous leur prêtez quand même des pensées. Oui. Oui, le mot-clé ici, c'est l'idée de passerelle. C'est un mot que j'emploie 250 fois dans le livre. L'anthropomorphisme comme passerelle. Ouais, vous parlez de traduction aussi, d'aide à la traduction. Voilà, absolument. En fait, cette idée-là, elle vient d'Éric Baratek, qui est historien, au début de Bêtes des tranchées, son bouquin absolument génial sur les animaux dans la Première Guerre mondiale. Au début, il explique son travail d'historien. Il dit, j'ai essayé de comprendre ce qui avait pu passer par la tête des chevaux qu'on avait arrachés aux grandes plaines d'Amérique et qu'on a mis dans une cale pour leur faire travailler l'Atlantique, pour ensuite les balancer dans des tranchées à Verdun. Sachant ce qu'on sait sur la cognition des chevaux et sachant ce que je sais de ce qu'on a fait à ces chevaux-là, j'ai pu imaginer ce qu'ils avaient pu ressentir. Et il dit, ça c'est de l'anthropomorphisme, mais c'est un anthropomorphisme qui me rapproche de ce qu'ils ont pu vivre. J'utilise ce que j'aurais vécu moi dans cette situation-là, mais moi vraiment au plus simple niveau de moi, vraiment moi. Est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que est-ce que je reconnais mon environnement? Et il appelle ça de l'anthropomorphisme de lecture. Qui l'oppose à un anthropomorphisme à la Tom et Jerry ou à la Belle et la Bête avec les meubles qui parlent, qui est un anthropomorphisme de projection. Enfin, je dis à Tom et Jerry, du coup, c'est discutable, mais où on projette sur des choses qui n'ont rien à voir. Voilà, qui sont pas là pour en fait venir révéler ce qui est réellement là, au final, ce qu'on arrive à prouver être là. Et en fait, quelque part, je me dis, quand on dit que y a un animal qui pleure et qu'on s'interdit de dire qu'il est triste parce qu'on est un scientifique super rigoureux, eh ben on est plus proche de l'anthropomorphisme de projection. On projette quelque chose d'incompréhensible. On s'éloigne de la réalité de l'animal qu'avec cet anthropomorphisme de lecture qui nous permettrait en fait de reconnaître une identité émotionnelle chez lui et chez nous dans la même situation. Et donc je crois dur comme fer à l'anthropomorphisme comme chemin vers la rencontre, vers les animaux. Et donc le corollaire de ça, effectivement, c'est d'assumer la traduction de ce qu'il y a dans la tête, chez les animaux. Comme une aide à la traduction pour accéder au monde des autres animaux. Ça fait partie de l'écriture antispéciste en fait. Et c'est de pas les diminuer. C'est de pas... y a un réflexe qui peut consister à changer le langage quand on va parler des animaux. Il y a un petit paragraphe comme ça où je parle du langage chez les animaux. Il y a ce livre qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle Rousse de Denis Infante, où lui il a fait sauter tous les déterminants. Au lieu de dire la renarde, il dit renarde. Tu vois, c'est un côté plus proche du présent, machin. C'est un petit côté russe aussi. Pas déterminant en russe, donc on a l'impression que le livre est écrit en russe français. Rousse, il y a quelques... Tu vois, c'est beau, hein, mais à la fin, il y a quelque chose qui me gêne un peu, où en gros, l'héroïne, la dernière partie du roman s'appelle l'esprit, la première partie s'appelle la matière, et en gros, l'héroïne est la seule à traverser le fleuve et aller vers l'esprit, et donc t'as tous les autres animaux qui restent vers la matière. Je me dis, c'est quand même un peu dommage. Et donc, l'anthropomorphisme que je revendique et que j'utilise, c'est celui, effectivement, qui fait que mon requin parle comme Camus, que mon éléphante parle comme moi quand j'ai perdu mon grand-père. C'est de la traduction, ouais, c'est ça, c'est pour venir casser nos biais spécistes aussi, en fait, pour vraiment faire apparaître que les autres animaux sont des personnes. Voilà, absolument. Du coup, que peut la littérature? Est-ce que déjà, pour vous, c'est un moyen de militer? Parce que vous reconnaissez comme militant de la cause animale. Oui. Est-ce que vous vous revendiquez écrivain animaliste, par exemple? Est-ce que vous êtes engagé? Si oui, comment et par quoi ça passe? Est-ce que vous utilisez vos livres pour avoir accès aux médias, par exemple, et pouvoir porter une parole antispéciste? Comment vous représentez votre militantisme par rapport à l'écriture? Je veux sortir la cause animale, je veux l'agrandir, quoi. Oui, la littérature, c'est évidemment un moyen de s'adresser au plus grand nombre. Puis c'est une façon de... Moi, je m'ennuie très vite, donc je lis des essais et quand c'est Carole Adams ou Florence Burga, je galère un peu plus. Mais tu vois, typiquement, si on prenait les idées de Florence Burga et qu'on en faisait des romans, et que les idées de Florence Burga, du coup, touchaient autant de monde que les bouquins de Joël Dicker, ce serait fabuleux. Et donc le but, c'est bien de diffuser des idées, mais sous un format qui puisse toucher différemment et peut-être plus largement. Oui. En fait, le truc, c'est que quand on dit qu'on est un auteur militant,
tout de suite, ça fait c'est pas... mal vu en France. Un peu, ouais, parce qu'on a encore la Il y a tradition... vraiment un refus très fort de ce qu'on appelle le roman à thèse. Moi, je me souviens, dans mes études littéraires, on me disait toujours vraiment, c'est le truc à pas faire. C'est le truc qui est très, très mal vu. Si le roman est là, non pas pour la beauté de l'écriture et de la littérature, mais pour venir faire passer des idées, alors là, non, c'est pas de la littérature, c'est pas de la belle littérature. Sauf si c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, d'accord. Oui, d'accord. À la marge, et sur certains thèmes, mais globalement, c'est plutôt mal vu en France. Ouais. Et vous vous en revendiquez, en fait, de dire, bah oui, ça fait aussi passer des idées... Bah, je me demande si c'est pas de toute façon, c'est cette école française qui a permis à des mecs comme Matzneff d'écrire leurs horreurs là pendant tout ce temps-là, en disant ouais mais c'est bien écrit. et pas la morale. La morale c'est ça là. Puis c'est cette école un peu baudelairienne quoi. C'est ce qui permet aussi le succès de Sylvain Tesson finalement. On en revient. C'est qui prétend ne pas faire de politique, qui prétend ne pas parler d'idées. Mais en fait, il est habité. 19e à fond de toute façon. Oui, mais en fait, il est habité par des idées réactionnaires et ça se diffuse quand même dans ses textes, mais il se raccroche à cette idée-là de ah non mais c'est pas des romans à thèse. Je parle pas politique. En revanche, ce qu'il y a, c'est que quand on imagine un roman à thèse, on imagine quelque chose d'explicite, de frontal et de bourrin. Je veux dire, le militantisme nourrit le plaisir littéraire. Puis il y a aussi un côté, comme il y a urgence, tu vois, la panique, c'est très productif. Il y a quelque chose d'un peu élégiaque dans les textes comme ça. Qui vous motive à écrire aussi. Ouais, en fait. oui, il y a une quête du bonheur au milieu de l'anthropocène, quoi, où t'as les espèces qui disparaissent, tout brûle, tout voilà. Et nous, on va essayer de chercher à être heureux dans la rencontre avec une abeille. D'un côté, c'est militant parce que ça essaie d'expliquer aux gens que faudrait peut-être arrêter d'aller bouffer du miel industriellement, voilà. Et d'un autre côté, c'est sympa à lire. Tu vois le paragraphe sur le bourdon qui mange la forêt noire avec moi. Il y a tout un versant où juste on pourrait le lire à un gosse et ça l'amuserait beaucoup. Bon, c'est le chapitre sur la philosophie, l'histoire de la philosophie animaliste, donc ça va pas, enfin ça risque de l'endormir très vite, mais. Mais justement, c'est là où dans vos romans, c'est porté dans un récit et les engagements sont souvent portés par vos personnages, en fait, qui incarnent du coup, avec presque plus de radicalité peut-être que vos propres idées ou que ce que vous pourriez dire en public ou même dans des essais. Finalement, les personnages peuvent être excessifs s'il le faut. Ouais. Et d'ailleurs, ils le sont dans la guérilla des animaux. En fait, vous pouvez pousser les idées à leur aboutissement des fois ou au bout de la radicalité. Et ça permet aussi de transférer des idées. Je sais que dans tous vos romans, vous essayez de faire passer au moins l'idée que faut arrêter de manger des animaux, que c'est des personnes. Vous parlez de spécisme, alors peut-être pas dans tous les romans, en tout cas dans cet essai, vous en parlez avec une facilité, moi qui m'a déconcerté. Je l'ai trouvé incroyable à quel point spécisme est calé dans les phrases, alors que il y a encore plein de personnes en France, y compris engagées pour les animaux, qui ont du mal à l'employer et qui ont trop peur d'être perçues comme militantes quand elles emploient le mot spécisme. Et vous le faites facilement dans cet essai. Montrer que c'est banal, ça fait 50 ans que ça existe comme mot. Oui, il est temps. Il est temps de normaliser ce terme et de l'utiliser davantage. Mais du coup, vous faites bien passer des idées dans vos romans. Oui, bien sûr. Il y a une telle, on est en pleine catastrophe morale absolue là. La vidéo de L214 sur l'élevage Leclerc, sur les cochons. C'est en ce moment, c'est à côté de chez nous et les gens mangent ça. Ils le mettent dans leur bouche, quoi. Ça me rend malade. On donne de la viande à manger aux enfants dans les crèches, aux personnes âgées dans les EHPAD. On gaffe tout le monde de ça. On sait que c'est pas bon pour les humains. Il y a rien qui va et on le fait quand même. Donc il y a une sorte d'urgence absolue. Pour les animaux et pour les humains, ça bénéficie à tout le monde. Il y a que les chasseurs que ça emmerdera. Donc franchement, il y a absolument aucun souci, il faut y aller. Donc c'est pour ça que je m'en voudrais. Je ne peux pas ne pas utiliser chaque occasion de dynamiter l'espèce de grande catastrophe spéciste en cours. De toute façon, moi, je suis rien, je suis de la petite dynamite. Mais j'ai vu un film de Terrence Malick il y a pas longtemps qui s'appelle Une vie cachée, sur un type, un Allemand qui a refusé d'aller combattre dans l'armée et qui s'est retrouvé exécuté. Et à la fin, il y a une citation sur les personnes ahistoriques, les personnes en dehors de l'histoire. Et en gros, le film de Terrence Malick s'appelle Une vie cachée parce qu'il dit qu'il y a eu plein de gens qui ont fait des choses en marge de l'histoire et en fait, leurs actions complètement remarquées par personne ont eu en fait par boule de neige, par effet papillon, des conséquences, tu vois, sur les foules, sur les peuples, etc. Et du coup, j'essaie d'être un peu optimiste et je me dis, ça se trouve, chaque petit paragraphe comme ça, chaque mention du mot spécisme balancé d'un ton badin au détour d'un paragraphe peut avoir, par effet papillon, des conséquences. Bon, on verra bien. Un autre enjeu important auquel vous êtes attentif dans votre écriture, c'est d'éviter
la métaphorisation, c'est-à-dire d'utiliser les animaux comme des symboles pour parler d'autre chose que de leur sort à eux, et en général pour parler des humains, en fait, et qui revéhiculent un peu tous les mythes et les stéréotypes justement sur leur dos qu'on aime à plaquer pour pouvoir venir dire plus de trucs sur nous. Et ça, c'est un enjeu particulier dans votre ouvrage, Les Métamorphoses, parce que justement, je veux bien, oui, il y a les humains qui se transforment en animaux, et du coup, il y avait un risque justement que les humains deviennent, dites-moi. Que les humains se transforment en symbole d'eux-mêmes. Exactement. Et donc, je voulais mettre en avant la personne non humaine. Et donc, il y a un humain dans l'animal, parce qu'il c'est un métamorphosé. Donc, cet animal, il y a un humain dedans. Donc, c'est une façon, par le fantastique, par la fable, de parler de l'humanité des animaux. De dire que c'est des personnes, justement, voilà, et que là, c'est les personnes humaines qu'elles étaient, mais en fait, c'est des personnes. Voilà. Si on parle du symbole de l'animal, on utilise son corps. Tu vois, c'est le corps du renard, l'image du renard qui symbolise la ruse. Il y a des renards stupides, j'en suis sûr. Les renards sont pas plus rusés que les fouines, les belettes, les corbeaux ou je sais pas quoi, tu vois. Mais c'est le stéréotype habituel. Et donc, on prend le corps et on sépare le corps de l'intériorité de l'animal au forceps et on fourre ça avec des symboles. Et donc, moi, j'ai grandi avec les fables de La Fontaine et donc, je le sais et je sais que même si j'essaie d'être antispéciste H24 de toutes mes forces, je risque d'être travaillé par ces forces souterraines. Oui, on est habité par ces métaphores qui sont permanentes, qui sont omniprésentes. Et donc, je voulais éviter ça. Et donc, pour l'éviter, je me suis fait un garde-fou, encore une fois, un petit système d'écriture automatique, un peu comme quand je regardais mes documentaires animaliers en écrivant « Je vais être un animal ». J'avais fait une liste dans le règne animal. Par exemple, je savais qu'on a tendance à plus représenter des mammifères. Or, sur Terre, il y a une écrasante majorité d'arthropodes. Ouais. Et donc, comme je voulais que ma pandémie de métamorphose fasse revenir les animaux dans, grosso modo, les proportions où ils sont, il fallait que je mette plus d'arthropodes que j'en aurais mis spontanément. Et il fallait des oiseaux, et il fallait des animaux aquatiques. Voilà, des animaux, des poissons. Et donc, je m'étais fait un tableau, je savais combien il y aurait de métamorphoses dans mon livre. Et donc j'avais dit, ok, donc là il me faut 3 arthropodes, un oiseau, un poisson. Là tu peux mettre un mammifère. Après tu repasses reptile, amphibien, à nouveau arthropode, comme ça. Et donc quand j'arrivais à la scène, je regardais où j'en étais de mon tableau. Et donc la personne devait se transformer. Et là je voyais oiseau. Ok. Il y a une scène au début avec un oncle un peu dégoûtant comme ça. Et il se change en hirondelle, tu vois, c'est pas du tout l'animal qu'on associe au vieux libidineux. Sinon, le risque, c'était qu'il se transforme en porc. Bah oui, ça. Voilà. Et que ce soit en fait le symbole de l'humain qu'il était, avec tous les clichés qu'on plaque sur les porcs. Ça aurait été super nul. Ou la colombe pour une jeune fille innocente. En fait, c'était ça les risques qu'il fallait éviter à tout prix de métaphorisation. Tu sais, les gros bouquins, Larousse, là, que j'ouvrais une page au hasard et je tombais sur une espèce, du coup, d'oiseau, et hop, je le mettais. Ce qui explique qu'il y a des petits iguanes à cornes courtes, des guppies à un moment donné, des animaux assez inattendus. Mais ça, c'était aussi quand j'ai écrit la première version de la guérilla qui comprenait aussi une partie des métamorphoses, parce qu'en gros, je voulais dans la première version de la guérilla des animaux que ça finisse bien, et que ça finisse sur une pandémie de métamorphose. En gros, à la fin de la guérilla des animaux, ça finit mal, et donc je voulais faire revenir les animaux comme ça par le fantastique. Et mon éditrice m'a dit, tu peux pas ajouter du fantastique comme ça à la fin d'un livre antispéciste, d'anticipation, tu gardes le fantastique pour le livre d'après. Et du coup, la guérilla des animaux finit super mal, et c'est pour ça qu'il faut enchaîner tout de suite sur les métamorphoses. Qui raconte ce retour des animaux et déjà dans cette grande version de la guérilla des animaux qui était du coup beaucoup plus longue, j'avais fait en sorte de mettre un maximum d'animaux différents. Donc j'avais demandé à mes proches de me donner leur animal préféré et je regardais s'il était dans le livre ou juste de me citer un nom d'animal et je vérifiais que j'avais mis quelque chose. Et je voulais vraiment que le livre soit comme une arche dans lequel il y aurait plein d'animaux comme ça, random, un peu au hasard, justement un peu pour fabriquer cette espèce d'écosystème dont je te parlais quand on a fait le parallèle entre Sylvain Tesson et les Dents de la Mer. Ce n'est pas la fin de cet entretien, puisque mon invité avait encore énormément de choses à dire sur le spécisme dans la culture. Dans la prochaine partie, Camille Brunel décortique la représentation des animaux dans le cinéma et les dessins animés. Et c'est absolument passionnant. Alors à très vite pour la suite. Bisous.